Merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux à travers le monde. Vous êtes là, scotchés pour suivre votre émission, le débat congolais. Nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir aussi nombreux. Nous recevons beaucoup de réactions. Hier, nous en avons aussi reçu les réactions venant des États-Unis, du Canada, de la France, la Belgique, l'Allemagne. Nous avons reçu des réactions de la Suède, Afrique du Sud et les réactions venant de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Kolwezi, à Lubumbashi, à Goma. Vous suivez votre émission, les débats congolais. Nous sommes très contents. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons, au cours de l'émission de ces jours, parler des questions d'actualité. La première question ou le premier sujet, c'est l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec des bombes qui sont tombées aujourd'hui sur une école à Goma, l'école Mugunga. Oui, il y a des dégâts énormes à Goma. Aujourd'hui, la panique est dans la ville de Goma. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous parlerons aussi de cette guerre ou cette guerre entre Gilles Alinguetti et Tony Mwaba. Beaucoup de rebondissements dans cette affaire et nous allons creuser un petit peu sur cette affaire riche en rebondissements. Et pour analyser toutes ces deux questions, tous ces deux sujets, nous avons sur ce plateau un juriste en herbe. Il est aussi journaliste, éditeur de l'Impact News. Il est conseiller en communication du ministre Tony Mwaba. Il s'appelle bien Joël Kadé Ndanga. Il est aussi internationaliste. Monsieur Joël Kadé, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour très cher confrère, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Je suis heureux de répondre à votre invitation. Et c'est pour m'amender à 3 occasions. Vous m'avez invité, je n'ai pas eu l'occasion de venir. Aujourd'hui, je me suis dit, comme il y a match, je dois répondre quand même à l'invitation du grand homme de Dieu que vous êtes. Et le score pour vous, c'est lequel? Nous avons suivi l'entraîneur de la Guinée, mais c'est Kaba Diawara. Il a dit clairement qu'aujourd'hui, il doit renvoyer les léopards à la maison. Et Sébastien de Sabre, de son côté, il a dit que c'est un match ouvert, mais la RDC n'est pas, on n'est pas favori contre la Guinée, mais c'est un match ouvert. Votre réaction? Bon, vous savez que si tout ne dépendait que des hommes, je ne vois pas la RDC jusqu'à ce niveau ici. Mais nous avons 2 nations, peut-être plus, qui sont en train de se battre contre toute l'Afrique. Nous avons nos frères du Congo-Brazzaville qui, à l'instant, sont en train de surveiller le fleuve. Vous pensez qu'ils vont vraiment entreprendre un travail gratuit de surveiller le fleuve et pour que nous nous rentrions après? En tout cas, je ne crois pas. L'artiste Amissi avait dit, c'est pour 1 mois, la surveillance du fleuve. Et pour 1 mois, ça veut dire que nous allons ramener la coupe à la maison. Et ça va se fêter sur le boulevard Paul Malébo. Donc, entre nos frères de Congo-Brazzaville, mais nous avons les invités, les Centrafricains seront là, et nous aurons également nos frères du Gabon. Mais les autres invités, ce seront certainement également les Camerounais. C'est pourquoi nous allons battre la Guinée sur un score de 2-0. Voilà, ça c'est votre pronostic. On a tout compris. Oui, battre la Guinée, mais à Goma, il y a des lamentations, des familles pleurent aujourd'hui, la panique est dans la ville. Les M23 finalement, les Rwandais, disons-le clair,
le Rwanda a décidé finalement d'attaquer la ville de Goma en larguant des bombes sur une école. Cette insécurité, c'est véritablement une épine dans les pieds du géant Congo, Joël Kadé. Vous m'avez présenté comme internationaliste et mes études de fin d'année en relations internationales à l'Université de Lubumbashi en 2001 avaient porté essentiellement sur cette question. Ça fait 23 ans. Hein, l'incidence des alliances dans les conflits localisés en Afrique. Et c'était notre sujet d'étude. Et à l'époque, nous avions trouvé que si vous regardez un poussin remplir une casserole, c'est que il n'est pas seul, il est avec sa mère. Le Rwanda ou l'Ouganda sont incapables d'attaquer et d'agenouiller la République démocratique du Congo sans les anglo-saxons, sans les Français, sans la Grande-Bretagne, sans les États-Unis d'Amérique. Mais la guerre a été commencée par Tony Blair, la guerre a été commencée par Bill Clinton. C'est un secret des polichinelles, ce sont eux qui avaient commencé cette guerre. Et pour que cette guerre ne finisse, il faudrait qu'on établisse les responsabilités. Nous avons une communauté internationale qui est complice dans cette guerre ici, parce que nous, avec le Rwanda, il suffit même une seule province. Faire la guerre avec le Rwanda ne tiendra pas 2 jours. Vous l'avez toujours dit depuis des années, mais jusqu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Non, c'est pour cette raison que je regrette un peu l'engagement pris par le chef de l'État. Il avait dit au micro de nos confrères de Top Congo, pour ne pas les citer, que s'il y a une simple escarmouche, il va réunir les 2 chambres. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'une seule chambre qui est en session extraordinaire et nous n'avons pas la seconde chambre. Parce que pour déclarer la guerre, il faudrait, notre parlement est bicaméral, vous le savez, donc il avait fallu que nous ayons les 2 chambres pour les réunir en congrès et déclarer la guerre. Et donc, je vois un peu le chef de l'État limité par les dispositions constitutionnelles qui voudraient, parce qu'en effet, il avait dit, si on attaquait seulement, s'il y a un seul coup, la moindre escarmouche, et le ministre des Affaires étrangères l'avait dit, ce qui est vrai que nous avons remonté en force avec nos forces armées de la République démocratique du Congo, ça c'est certes, mais c'est un peu ces limites textuelles, ces limites constitutionnelles qui bloquent le chef de l'État à agir. Parce que aujourd'hui, il faudrait la solution pour la guerre de l'Est. Il faut vraiment, militairement, attaquer le Rwanda. Est-ce que pour que les FARDC répliquent, attaquent le Rwanda ou boutent le Rwanda hors de notre territoire, il faut absolument qu'il y ait une déclaration de guerre par le chef d'État au terme du congrès convoqué par le président? Non, je vous ai dit tantôt, il ne faudrait pas qu'on commette l'erreur ou la faute d'Hamas. Hamas a crié, excusez-moi, qu'en attaquant Israël, ça va être facile. Hamas n'a tué que 1500 personnes lors de son attaque, selon les statistiques données. Mais aujourd'hui, comment on les appelle, les Palestiniens de la bande de Gaza, ils sont morts à combien? C'est à plus de 20 000 personnes. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on donne la raison aux États-Unis d'Amérique, qu'on donne la raison à la Grande-Bretagne, qu'on donne la raison à l'Union européenne de nous attaquer pour avoir agressé le Rwanda. Parce que tout ce que les États-Unis, tout ce que la communauté internationale attend à ce jour, c'est que nous attaquions le Rwanda, qui a l'appui des États-Unis, qui a l'appui de l'Union européenne. Vous avez entendu Herman Cohen sur son Twitter dire que non, la balkanisation, c'est la formalisation de ce qui existe déjà. Parce que suivant les rapports, aujourd'hui, le Grand Kivu dépend totalement du Rwanda, selon lui. Ça, c'est selon lui. Et quand vous regardez... C'est faux. Oui, et c'est faux. Lorsque vous regardez la carte de Corneille Nangaa pour mener sa rébellion, c'est exactement dans le cas de la balkanisation, qui partira de Tanganyika, Kalemi, jusqu'à Otuele. Et donc cette lac Tanganyika? Oui, donc cette partie-là devra être, parce que la guerre qui avait été déclenchée à l'époque, en 1996, c'était pas une guerre pour arriver à Kinshasa. C'était pas pour l'occupation de Kinshasa. Qu'est-ce qui va arriver? Lorsque Goma et Bukavu tombent, qu'est-ce qui arrive? Ngannou Kissa se dit, les phares de les phases ne se battent pas. Je ne vois pas pourquoi. Parce que le contrat était tel que le Rwanda entrait pour démanteler le camp des réfugiés d'FDLR
et des ex-phares qui étaient à Goma. Parce que selon les traités internationaux relatifs à la gestion des réfugiés, il faudrait placer les réfugiés d'un pays à plus de 300 kilomètres. Mais on a laissé les réfugiés à Goma. Alors, l'entrée du Rwanda, c'était démanteler ce camp-là. Et l'intérêt de l'Ouganda, c'était se débarrasser des anciens officiers rwandais avec qui il avait pris le pouvoir à Kampala en 1987. Donc, l'Ouganda résolvait son problème à l'interne avec ses autochtones qui... Il était en train de ruminer parce que l'armée ougandaise avait plein de militaires. La plupart d'officiers, c'était des Rwandais avec qui Museveni avait pris le pouvoir en 1987. Et le Rwanda venait pour démanteler ces camps-là. C'était l'armée de la résistance du Seigneur. Exactement. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'on arrive et Ngannou Kisase demande à Musée, renvoyons les Rwandais et les Ougandais, les Rwandais vont tuer Ngannou Kisase. Musée comprenant que les gens n'avaient plus cette idée-là, comme il y avait d'autres réfugiés qui avaient fui vers Tingitingi, vers Kisangani, on va poursuivre la guerre pour les détruire, les tuer là-bas. Et il y a eu de graves massacres. C'est pourquoi, je crois, vous allez vous rappeler, vous êtes historien du présent, il y avait, j'ai oublié son nom, mais il était chargé des droits de l'homme, qui était venu ici, je vais me rappeler le nom, qui était venu pour accuser Musée des massacres sous la conduite de Joseph Kabila, donc vers Kisangani. Alors, lorsqu'il démontait légalement les réfugiés qui étaient vers Kisangani, on arrive à Kisangani. Je vous rappelle que Kengo Andondo avait dit que Kisangani ne tombera jamais. Parce qu'il savait les armes, les armées qui ont été engagées, les mercenaires, ainsi de suite. Mais ça va tomber, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de massacres. On a tué également les Rwandais là-bas. Maintenant, quand on arrive à Kisangani, Bill Richardson, l'envoyé spécial des États-Unis, qui était venu ici, avait rencontré déjà Mobutu, et il dit la guerre devrait s'arrêter au niveau de Kisangani. On ne part pas à Kinshasa. On balkanise la RDC. Nous avons un État tampon qui devrait assurer la sécurité et des Tutsis du Rwanda, de l'Ouganda, et la sécurité de la RDC. Donc les deux États resteront en sécurité grâce à l'État tampon qui sera créé. Mais Musée va signer son arrêt de mort ce jour-là lorsqu'il dit, connaissant bien que l'opinion occidentale, donc les dirigeants occidentaux ont peur de l'opinion publique. Alors qu'est-ce que Musée va lui dire? Je vais avoir la réponse quand nous serons au stade. Et Musée, en se rendant au stade, il va poser la question à la population. On arrête la guerre ici ou bien on continue jusqu'à Kinshasa? Et la population va crier, on va jusqu'à Kinshasa. Et c'est ces jours-là qu'il y a eu une résolution et les Rwandais ont été pratiquement emballés pour venir à Kin. Et comme Musée savait qu'il allait être tué avant qu'on atteigne Kinshasa, Musée restait à Lubumbashi. L'AFDEL est entré ici le 17 mai, non, le 16 mai, et le 17, Musée va surprendre les responsables de l'AFDEL pour se proclamer président de la République à Lubumbashi. Et ils ne savaient plus rien faire. Et donc voilà comment ça a commencé. Et il va dire que la guerre sera longue et populaire et elle va terminer d'où qu'elle est venue. On va réussir à l'abattre. Mais, Charles Quint, regardez les scénarios. Des gens qui ont tué votre père, vous allez les approcher au détriment de tous les alliés, tous les associés, tous les proches de votre père. Comment ça peut s'expliquer? Là, vous parlez de Joseph Kabila? En effet. Comment les moins Congolo, les Mpoi, les Mabi, les Babimbaï, tous, Joseph va se débarrasser d'eux pour se rapprocher de la marmaille, de ceux que vous avez traités une kermesse des aventuriers, des hommes corrompus, les Tamboué Mwamba, les Wambadja Wamba, les Zaidi Ngoma, les comment ils s'appellent, donc tous les proches, les Mende, les Azarias Roubewa. Kabila deviendra leur proche en se débarrassant de tous
les amis de son père. Et en renvoyant ceux qui n'étaient pas responsables ou auteurs de la mort de son père en prison, privés de soins médicaux, tout le temps qu'ils ont passé en prison. Bon, ça c'est la partie histoire, mais ici, la question est là. Maintenant, est-ce que l'armée congolaise aujourd'hui, parce que vous avez dit que si la RDC attaquait les Rwandais, les États-Unis vont entrer en danse, la toute la communauté internationale. Pour le moment, là, vous parlez du Rwanda, mais ici, ils sont sur le territoire congolais. Est-ce que les FARDC ne peuvent pas déloger les Rwandais sur notre sol? Voilà la question. S'en débarrasser, c'est facile. Mais ils continuent à... Je dis bien, s'en débarrasser, c'est facile. Mais regardez l'armée que nous avons héritée de Kabila. C'est plein d'infiltrés rwandais. Comment Mamadou Ndala a été tué? Comment Baouma a été tué? Comment tous les militaires qui se sont levés patriotiquement pour engager une guerre contre le Rwanda, comment ont-ils été tués? Et Tshisekedi aujourd'hui, vous pensez que les supplétifs de Wazalendo, c'est d'une manière fortuite qu'ils ont été placés en avant-garde? Est-ce que vous savez ce que le gouverneur du Nord Kivu fait aujourd'hui, le gouverneur militaire, Chirimwami, également complice du Rwanda? Il leur prive, du Rwanda? mais je vous dis, il leur prive de la nourriture, leur prive les munitions et consorts. Mais ça, vous faites des déclarations très graves là. Cher ami, je suis journaliste. Qui bénéficie de la confiance de la haute hiérarchie et vous pensez qu'il est complice du Rwanda? Cher Charles-Quint, vous et moi nous sommes introduits comme journalistes dans ce pays. Et principalement ou essentiellement dans les rayons du pouvoir. Le comble, c'est qu'on reproche en effet au chef de l'État, dans la plupart des cas, c'est un peu la lenteur qu'il prend, la lourdeur, le temps qu'il dispose pour prendre une décision. Les Wazalendo sont les supplétifs à notre armée. Nous pouvons ne pas le dire. Non, mais c'est un secret de politique. Mais hein? Si on l'a fait, c'est pour contourner toutes les trahisons enregistrées. Parce que c'était comme si on envoyait nos forces armées. Moi, mes propres enfants, parce que chez moi, il n'y a pas de neveu. Ça n'existe pas dans ma langue. Mes propres enfants, les enfants de mon propre grand frère sont Wazalendo. Ils sont du Kassai, mais ils sont Wazalendo. Je parle avec eux au front jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'infiltration. Jusqu'aujourd'hui, l'armée n'a pas été débarrassée. Non, l'armée n'est pas encore débarrassée. Non, il faudrait que le président de la République nous débarrasse de tous ces officiers. Qu'il organise les quoi, la retraite anticipée. Non, mais Joël Kadé, on a vu quand même les drones des FARDC aller pilonner les positions des M23 du Rwanda sur certaines collines. On a vu, les FARDC étaient même prêts à prendre la localité de Mweso, même s'il y a eu réplique, il y a eu renfort du côté Rwanda. Les militaires rwandais sont entrés sur les sols congolais pour renforcer les positions des M23. La société civile Nord Kivu a aussi évoqué les troupes ougandaises qui sont entrées pour venir renforcer les rangs du M23. Mais est-ce que pouvons-nous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de la traîtrise au sein de l'armée, ou bien nous ne sommes pas jusque-là capables de mettre hors d'état de nuire nos ennemis? Non, cher Charles-Quint, peut-être le vrai problème que nous avons, je l'ai toujours dit, dans les 5 dernières années du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un problème de communication. Communication aussi bien par rapport à son cabinet politique, la présidente de la République, mais également au niveau de l'armée. Cher ami, il y a eu beaucoup de Rwandais qui ont été tués. Oui, il y a eu beaucoup de deuils au Rwanda. Absolument. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et si vous voyez le Rwanda aujourd'hui décider de larguer des bombes dans la ville de Goma, le vrai problème, c'est dissuader. Parce que de tout ce temps, ils cherchaient dont ils avaient besoin, c'est prendre Goma. Mais c'est plus de 2 ans, près de 2 ans maintenant, depuis qu'ils ont commencé leur aventure, qu'ils ne réussissent pas à prendre Goma. Et vous pensez vraiment que notre armée ne se bat pas? Notre armée se bat. Moi, je vous ai parlé de mes propres neveux.
Si vous pouviez le permettre, je pouvais même. Mais malheureusement, c'est un secret de sécurité, de sécurité par rapport à leur professeur. Je pouvais même les appeler maintenant. Ils sont à Zalendo. Et je vous dis qu'ils ont tué beaucoup de Rwandais. Le vrai problème que nous avons, je disais, c'est la communication. La communication parce que dans une guerre, la guerre est avant tout. En relation internationale, nous disons, la guerre est tellement très importante qu'il ne faille pas la laisser aux mains des militaires. Donc la guerre se traite dans le bureau. Ce sont les experts qui font la guerre. Parce qu'avant tout, nous avons 4 fronts. Le premier front, il est opérationnel. Ce sont ceux qui sont là. Le deuxième front est stratégique. Ceux qui conçoivent la guerre et qui la mettent en pratique. Le troisième front, il est diplomatique. Parce qu'en même temps que vous êtes en train de faire la guerre, en même temps, vous êtes en train de négocier avec l'ennemi. Parce que toute guerre, elle finit toujours par la diplomatie. Et enfin, le dernier front, c'est le front communicationnel, c'est la guerre de nerfs. C'est pourquoi vous voyez, malheureusement, ici chez nous, en ce qui concerne la guerre de l'Ukraine contre la Russie, on ne nous montre, parce que nous avons la malchance de n'avoir que les médias occidentaux, francophones et anglais. Mais si vous aviez Al Jazeera, si on avait la possibilité d'entendre l'arabe, si on avait la possibilité d'entendre les autres médias orientaux et consorts, on pouvait se rendre compte de la réalité de... comment il s'appelle, des Ukrainiens qui sont tués. Et aujourd'hui, l'armée ukrainienne, il n'y a plus de jeunes gens. Ils sont devenus, et puis on commence à arrêter des gens de force pour aller à la guerre. Tout simplement. Mais chez nous, ici, quand vous suivez France 24, vous suivez la RFI, vous suivez les médias occidentaux, ils nous disent autre chose. Ils nous disent autre chose. Pourquoi? Parce que là, c'est la guerre médiatique, c'est la guerre des nerfs. Mais nous ne savons pas faire cette guerre-là. Ah, vous pensez que jusque-là, on ne fait pas cette guerre-là? Non. On voit beaucoup de comptes de Twitter de Rwandais qui désinforment à longueur de journée ici dans notre pays. Mais chez nous, ce n'est pas organisé. Et puis tous les comptes Twitter, tous les comptes là, ce sont les comptes de Rwandais. Goma News, tout ça. Kivu News. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et tous sont dans les groupes WhatsApp des Congolais. Tout à fait. Et qu'est-ce qui arrive? Je l'ai dit dans un groupe. Je ne vais pas citer mon confrère parce que c'est mon très propre jeune frère. Qui a intégré beaucoup de Rwandais dans son groupe. Mais vous allez constater qu'à peine, quand on tuait beaucoup là, les Congolais. Il a l'information à la minute même. Non. 10 minutes après les massacres, ils vous balancent les cadavres des Congolais. Un jour, je leur ai posé la question. Mais maintenant que les Ouazalendo tuent, pourquoi vous ne mettez pas aussi les vidéos et vos amis, vos petits ici de groupes de mouvements citoyens? Moi, j'avais dit que ce ne sont pas des mouvements citoyens. Ce sont des mouvements subversifs. Et quand on a lancé sa rébellion, tous l'ont rejoint à partir de Brazza. Et je le disais. Et ils étaient soutenus par qui? Mo Ibrahim, Georges Soros, votre réseau de Katumbi. Et Kagame. Ah bon? Les réseaux de Katumbi a soutenu tous ces mouvements citoyens-là? S'il vous plaît. Pour rejoindre Nanga. Quand souvent vous m'appelez sur votre plateau, je vous ai toujours réservé l'exclusivité des informations à ma disposition. Tout c'était là-bas. Mais pourquoi mon ami Papi Mpungu est en prison? Pourquoi mon ami Adam Chaloué? Et depuis qu'il est parti, vous l'avez entendu parler? Non, mais on avait lancé les bombes sur lui. Non, mais il faut un peu de tout. C'est Nanga qui ne parle pas. On nous dit que même lui en Ouganda, il serait atteint par une balle jusque-là. Selon les informations à ma possession, il serait mort. Oui, absolument. Et que le Rwanda garderait secrète cette information-là. Mais pour d'autres, il était grièvement blessé. Lui et mon jeune frère, Adam Chaloué. Lui aussi est mort? Il serait grièvement blessé. Adam Chaloué serait grièvement blessé. Oui. Immédiatement qu'il soit parti, Nazem Nazembe, que je salue en passant, il a fait la vidéo pour dire qu'il a exclu, radié de sa chaîne. Mais le tout premier tweet, vous avez vu un deuxième? Vous avez lu un troisième? Bon, moi j'ai vu des tweets récents qu'il a fait, mais je ne sais pas si c'est lui qui continue à publier ou quelqu'un d'autre. Vous avez vu ces photos? Non. Je ne suis pas, je suis journaliste, je ne suis pas obligé de vous poser des questions, mais je me pose des questions auxquelles je donne des réponses. Non. Donc c'est justement pour vous dire que
c'est parce que sur le plan de la guerre de nerfs, nous sommes jusque-là, on ne sommes pas encore arrivés à mesure de mener cette guerre-là contre Comment le Rwanda. cette guerre se mène? Quand vous tuez, et pendant que les cadavres sont là, j'ai vu mes amis de Wazalendo, ils l'ont fait dernièrement. Vous deviez prendre les photos des cadavres. Mais qu'est-ce qu'on fait chez nous? Vous avez tué, vous avez largué les bombes, les gens sont morts, mais vous n'avez pas une capacité immédiate de filmer, de prendre les images et envoyer. Parce que ça constitue ce que l'on appelle la dissuasion. C'est l'objectif de la guerre de nerfs. C'est l'objectif. Parce que quand vous allez montrer ces images, ces vidéos, ces photos des morts des militaires rwandais, dans l'opinion rwandaise, on va se lever contre Kagame. Alors, Monsieur Joël Cadet, parce que cette question ici, aujourd'hui, je vous dis que à Goma, les gens sont révoltés. Donc, les Rwandais maintenant commencent à larguer des bombes. Mais il y a aussi la force de la SADC qui est déployée là-bas avec tous les moyens. On a vu les troupes tanzaniennes aller du côté de Sake pour empêcher les Rwandais qui voulaient entrer par là pour faire tomber Goma. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de réaction qu'il faut. Les réactions, il y en a. Sur le plan opérationnel, je vous ai dit que le seul péché que nous avons, c'est un problème de communication. On n'a pas communiqué. Il y a des avancées. En tout cas, il y a des avancées. Mais, laissez-moi vous dire que les bombes larguées sur Goma aujourd'hui, ce sont des bombes du désespoir. Parce que le Rwanda a perdu cette guerre. Dans le désespoir, vous savez, quand vous êtes désespéré, l'option qui est levée, c'est le suicide. Et le suicide, c'est quoi? C'est tuer à Goma. Ils avaient d'abord largué des bombes sur Sake. Aujourd'hui, c'est Goma. Oui. Peut-être demain, ils vont encore continuer. C'est le désespoir. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans une position de faiblesse. Mais je vous assure que les FARDC, également avec les Wazalendo, vont faire quelque chose. Au courant de la semaine ici, vous allez apprendre qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport à cette histoire. C'est pourquoi j'en appelle vraiment au président de la République d'ouvrir les fronts de la guerre de nerfs. Ouvrir les fronts de la guerre médiatique, de la guerre de la communication. Alors, notre armée ne communique que pour se plaindre. Absolument. Non. Chaque communiqué, ce sont des plaintes. Parfois, le général porte-parole de l'armée, c'est vraiment. J'ai toujours dit, c'est pratiquement un ami à moi. Je l'aime beaucoup. Trop, hein, dans ces communiqués-là. Une armée, on ne peut pas continuer à ne faire que des communiqués, des pleurs, des lamentations. Non. On doit arrêter un peu. C'est pourquoi nous disons. Est-ce que c'est pour tromper un peu la Papa, nous sommes vous et moi sommes partis à l'université. Nous avons fait la communication, nous avons fait la politique. C'est pas pour rien qu'on fasse appel à nous, qu'on fasse l'appel. On croyait qu'ils allaient quand même arrêter avec ce genre de communiqués, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des communiqués où on est en position de faiblesse, tout ça. Hein? Je suis avec mon grand frère que je salue en passant, Magloire Paloukou. Nous en avons parlé sur une chaîne de télévision, mais je crois que le chef de l'État devra comprendre que ça doit changer. On ne peut pas... J'étais en train de blaguer avec des proches du chef de l'État, dont je ne vais pas citer les noms. Je leur disais, le premier porte-parole du chef de l'État s'appelait Mouema. Paix à son âme, c'est mon grand frère. Yamba Yamba. Donc, un Mouema ne peut pas tenir dans une guerre médiatique. Et le deuxième porte-parole, nous avons Salama. C'est une forme de paix. Salama, ça veut dire la paix. Maintenant, le deuxième mandat exige un combattant. Un combattant. Ah oui. Pour prendre il faut un militaire à la tête de la communication du chef de l'État. Bon, un militaire pas dans le sens de l'armée, mais un combattant, ça veut dire quelqu'un qui peut faire face à toutes les exigences. Parce que le chef de l'État, durant son premier quinquennat, Tshisekedi il a communiqué seul. Alors, merci Joël Cadet. Et la dernière question par rapport à cette question ici de la situation au Nord Kivu. On a suivi Cheikh Kitundu, qui a été ministre des Affaires étrangères
pendant plusieurs années dans notre pays et à maintes reprises dire dans une sortie médiatique récente que pour lui, la solution à l'est de la RDC, c'est un tête-à-tête Tshisekedi-Kagame. Votre réaction? Chalin Kankou, je vais vous décevoir. Je serai très extrémiste par rapport à cette question. Chez Okitundu, Raymond Chibanda, ce sont des gens qui devraient répondre de la haute trahison dans notre pays. Ah bon? Comment ça? Ce sont des gens qui ont participé à la conclusion des accords avec le Rwanda et l'Ouganda pour le contrôle de nos frontières. La douane. J'aimerais qu'un jour, Chaleka, que vous m'invitiez, qu'on trouve l'accord du 23 mars 2009, qu'on analyse article par article. Vous allez comprendre comment ces deux compatriotes, du Kassa et du reste, ont trahi ce pays. Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères Kabila. Comment ils ont trahi? Je vous dis qu'ils savent ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi ils proposent que Tshisekedi puisse aller s'entendre avec Kagame. Qu'est-ce qu'on peut négocier avec Kagame? Parce que négocier avec Kagame, c'est lui laisser le contrôle de nos services de renseignement, lui laisser le contrôle de notre armée, lui laisser le contrôle pratiquement de l'appareil sécuritaire. Parce que qu'est-ce que les Rwandais font? Les Rwandais n'ont pas besoin d'être titulaires. Les Rwandais sont des adjoints. Vous avez connu dans ce pays quand John Numbi était général. Commissaire général de la police nationale congolaise. Qui était son adjoint? Un Rwandais. Vous avez connu dans ce pays... ou bien un Congolais... Messieurs, nous n'avons pas de Tutsis congolais. Nous avons des Nilotiques, certes, mais on n'a pas de Tutsis congolais. Donc pour vous, c'était un Rwandais? Non, s'il vous plaît, soyons sérieux, c'est notre pays. Charlequin, vous et moi, on n'aura pas un autre pays. Et bien pire, vous et moi, nous n'avons pas une autre nation dans laquelle nous pouvons baigner et on peut nous accepter. J'ai envie d'être au Congo parce que je peux être ici, je peux aller au Congo-Brazzaville, je me chercherai une carte de Congo-Brazza, je me chercherai une carte de l'Angola. Revenons à ce que vous... Non, c'est très important ce que je vous dis. Aurais-je été Moubemba, aurais-je été Moulamba, je traverserai, je serai Zambien. Aurais-je été Soudanais? C'est pas ça la question. Répondez un peu à ma question. Non, par rapport à... la mise au point que je voudrais faire en disant que nos deux frères du Kasaï devraient en principe répondre par devant même une cour militaire pour haute trahison, parce que tous les accords signés par le Congo sous Kabila vendant la sécurité de notre pays au Rwanda, c'est avec leur accord. Ce sont eux qui géraient les affaires étrangères. Vous dites que tout ce qu'il y a eu comme accord, c'était pour vendre le pays mais au Rwanda, je vous dis, Kabila a eu 4 missions dans ce pays. La première mission, c'était accorder la nationalité globalement aux Rwandais et aux Ougandais. Deuxième mission que Kabila avait reçue, c'est rendre poreuses nos frontières orientales. Donc aujourd'hui, vous pouvez entrer au Congo, vous venez du Rwanda, c'est facile. Troisième mission que Kabila avait reçue, c'était enrichir le Rwanda et l'Ouganda. C'est pourquoi vous trouviez que les cassitérites que l'on exploitait chez nous, l'or qu'on exploitait chez nous, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui vendait. Je venais de l'Est il n'y a pas longtemps. Quand vous allez dans les corridors, dans les frontières de notre pays, il y a des raffineries de l'or. Les longs des frontières en partant de Kalemi jusqu'à Ouganda, jusqu'à Aruara, Aru, du côté de chez nous, dans Haut-Touélé. Et tout cet or, c'est exploité frauduleusement. Et la guerre a commencé par pourquoi? Appelez-moi qu'on parle de pourquoi on a recommencé la guerre du M23. Appelez-moi un autre jour. Donc, c'est pour vous dire que nos deux frères, ils n'ont même pas de conseil à donner à Tshisekedi. Mais je vous dis bien, ce sont des gens, si nous étions un pays sérieux, et Tshisekedi l'a regretté devant Lusakweno, Thierry Kambundi et consorts. Il a regretté. En fait, ce sont des gens qui devraient être en prison. Cher ami, comment vous pouvez cautionner ce qui a été convenu dans l'accord du 23 mars 2009. Lisez cet accord-là, c'est une autre trahison. Est-ce que vous savez que les recettes, et qui avait dénoncé ça? C'est le président Uhuru Kenyatta ici, l'ex-président kenyan. Comment
Est-ce que les recettes du... Comment ça s'appelle OGEFREM étaient perçues où? À Mombasa? Au Kenya? Les recettes de la DGDA étaient perçues où? À Dar es Salaam? Et ça partait où? Dans les comptes de ces pays-là. Ça a construit ses capitales. Vous pensez que... Laissez. Alors, Joël Cadet, vous faites beaucoup de révélations, des choses, vous dites des choses extrêmement graves ici. On change carrément les chapitres. Parlons maintenant de cette guerre entre Jules Alinguete et Tony Mwaba. Suivons d'abord cette vidéo où le ministre Tony Mwaba était en train de gronder carrément, de tonner sur les inspecteurs qui étaient venus au ministère de l'EPST. Et suivant ça, nous allons revenir sur ce plateau. Concernant l'EPST, je peux vous dire qu'il y avait tout simplement un problème d'incompréhension. C'est-à-dire, nous avions souhaité que les fonds qui étaient destinés à l'EPST puissent suivre la voie bancaire et que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement, pour des raisons de célérité, selon lui, il avait souhaité que cela passe par les circuits que vous appelez Maboko Bank. Mais nous avions eu des inquiétudes parce que avec aujourd'hui, nous devons tous, à notre point de vue, éviter la manipulation des fonds importants par les individus. Autant que nous disons que les recettes doivent aller directement à la banque, autant aussi quand il faut payer la rémunération, les collations, les primes, nous souhaitons que ça soit par voie bancaire. Donc il y a eu divergence et les fonds n'étaient pas sortis. Il faut que vous ayez cette précision. Les ministères de l'EPST n'avaient pas ces fonds. Les ministères de l'EPST avaient demandé les fonds. Les gouvernements, les ministres des Finances avaient payé, mais en disponibilisant les fonds au guichet de la Banque centrale. C'est au niveau du guichet de la Banque centrale que les fonds sont restés. Donc les fonds ne sont pas arrivés à l'EPST, donc nous avions dû intervenir pour nous en disant il faut corriger la procédure, que les fonds tout d'abord soient retournés au compte général du Trésor pour qu'on corrige la procédure. Donc là, nous ne pouvons pas parler des détournements au moment où l'EPST n'avait pas encore eu ces fonds-là. Voilà ce qui s'est passé. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs des finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre, lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici, il n'y a pas de voleurs, messieurs. Que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors, quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis, mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguete vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez. Vous demandez à un service, pour qu'il y ait des dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous. Et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPST. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu. Donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances.
Et ça, c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les $1000 que vous avez pris chez un agent. Et là, je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas te le dire. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, messieurs? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'Économie? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé. Je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un. Je peux parler, et c'est un cas de flagrance. Hein. Tous nous allons partir avec vous. Quand il dit nous sommes des fonctionnaires, vous entrez dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? C'est la première fois. Hein? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui faites des missions? Alors, Jules Cadet, vous êtes conseiller en communication du ministre Tony Mwaba. Est-ce que vous pensez qu'une telle vidéo, c'est vraiment vendre une bonne image du ministre qui est en train de tonner pratiquement sur les inspecteurs qui étaient venus faire leur travail munis d'un ordre de mission dûment signé? Bon, très cher ami, merci. Je suis vraiment très mal à l'aise pour intervenir sur cette question. En tant que conseiller du ministre, vous m'avez présenté. Nous étions, ministre et moi, à la cérémonie d'échange de vœux. Nous avons quitté, nous sommes rentrés au cabinet, nous avons entendu des altercations en bas. Parce que le bureau du comptable se trouve en bas. Les comptables a été appelé par les 3 inspecteurs. Ce sont ces chefs, parce que le comptable dépend du ministère des Finances. C'est peut-être ce que les gens ne savent pas. Tout à fait. Il n'est pas comptable de l'EPST, mais il est un agent du ministère des Finances envoyé, un comptable public. On l'a appelé, il est venu, M. Kapinga. Et quand il entre dans le bureau, comment les inspecteurs se comportent? Ils ne lui ont pas présenté l'ordre de mission. Monsieur, on saisit d'abord tout ce que vous avez ici. Donnez-moi votre sac. De mission non, je vous dis. Au comptable. Non, je vous dis. On saisit tout ce que vous avez. Allez, vous avez quoi à main? Il avait son sac à main, avec lequel il est entré ensemble avec eux au bureau. Ouvrez le sac. Il y a $1 300 et 200 €. Il confisque l'argent. La mission, je vous donne les objets ou l'objet de la mission. Il y a 3 points. Premier point. Et quand ils ravissent l'argent, attendez avant que je vous donne, ils ravissent l'argent, ils prennent l'échiquier, c'est la fin du mois. On doit payer les agents, on doit prendre l'argent des frais de fonctionnement. Ils arrivent, ils ravissent l'argent, ils ravissent l'échiquier, ils disent vous n'opérez plus de dépenses tout le temps qu'on sera ici. Je ne sais pas. C'est où est prévu qu'une mission d'enquête fasse 6 mois, 180 jours. Ça dit tel que vous êtes ici à la direction générale. Ça, c'est dans leur ordre de mission. Dans leur ordre de mission, je vais vous lire. Je souhaite même peut-être aussi, vous pourriez illustrer, malheureusement, à mon temps, j'ai oublié l'ordre de mission, je vais vous le donner. 6 mois, donc 180 jours. Et pendant cette période-là, vous ne pouvez engager aucune dépense. Et je vous informe qu'ils ont déjà bloqué les comptes de la Dinakopé. Et on risque même de ne pas payer les enseignants. Vous connaissez la sensibilité du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Alors, nous sommes au-dessus, on entend le bruit en bas. Une altercation entre les comptables et les 3 inspecteurs. Ils voulaient en venir aux mains. Le bureau du comptable est justement en bas de celui du ministre. Le ministre entend, il envoie les gens, demandez-leur de monter. Parce que c'est moi qui dois vous sécuriser. En cas de problème,
même lorsqu'il y a un mandat, même lorsque je dois venir dans votre maison, oui, c'est un contrôle caisse. Le contrôle caisse ne fait pas 6 mois quand même. Ça ne fait pas 6 mois. Mais est-ce que ça, c'était le problème des inspecteurs eux-mêmes ou bien c'est le problème de ceux qui les ont envoyés? C'est pourquoi je vais en arriver. Je vous donne d'abord les faits. Pourquoi le ministre est descendu? Et lorsque le ministre, il leur demande de montrer... Non! Nous ne dépendons pas du ministre, nous dépendons du président de la République. Pas de la présidente de la République, du président de la République. C'est le président de la République qui nous a envoyés ici. Et le monsieur Kapoukou, tu peux appeler là, a commencé à appeler les gens à la présidence. Oh non! Il a commencé à appeler le directeur de cabinet du chef de l'État. Il a appelé M. Guilain Nyembo. À ma présence. Parce que là, le ministre m'appelle, il dit, venez, on descend. Quand nous descendons, il appelle le directeur de cabinet du président de la République, M. Guilain Nyembo. Il lui dit non, il y a Tony Maba qui se joue de nous ici. Ah, c'est comme ça le ministre a été piqué par une crise de colère. Légitime, cher ami. Je dis bien, une crise de colère légitime. Quand quelqu'un vous est en face d'une autorité qui s'est humilié. J'ai entendu la femme de mon grand frère propre, l'aîné de ma famille, Ndambo, Willy, pasteur Willy Ndambo, Christine Ndambo, m'a appelé pour dire non, le ministre ne devait pas descendre. Mais il leur a demandé de monter, ils ont refusé. Il y a des bruits, il y a des altercations dans votre ministère. Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous descendez, vous prenez les forces. Et quand ils descendent, les messieurs ne veulent même pas s'adresser au ministre. Et il se met en présence du ministre d'appeler le directeur de cabinet du président de la République, M. Guilain Nyembo. Mais ça, on ne voit pas ça dans la vidéo ici, hein? Vous avez coupé cette partie-là? Non, la vidéo, nous l'a... En fait, ce n'est pas nous qui l'avons mise en ligne. J'ai entendu mon ami, mon frère, et je l'ai toujours appelé mon second cerveau, vous connaissez notre complicité. Johnny Tkanida dit sur les médias que non, ce sont les collaborateurs du ministre qui ont mis la vidéo. Quand le ministre était même filmé, nous n'étions même pas au courant. Non, vous étiez là, mais vous n'avez pas tiré attention. Oh, écoutez, chacun pouvait, nous étions concentrés sur les 3 inspecteurs. On ne pouvait pas s'occuper de qui filmait et qui ne filmait pas, parce que nous ne savions même pas qui était venu de la part de nous ou de l'inspection générale. J'ai besoin de faire 3 petites observations ou 4. La première, je vous dis que le professeur Tony Maba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, n'est pas contre les contrôles. Et il ne veut pas obstruer au contrôle de l'IGF. Vous savez le combat qu'il a mené. Il a reçu des missions de la part du président de la République. La première mission, ou le premier objet de sa mission, c'était la pérennisation et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons effectué, lui et moi, des itinérances dans toutes les 60 provinces éducationnelles. Nous avons raté 6 fois les crashs dans l'avion. M. Nicolas Kazadi n'a jamais payé les frais d'émission. Il n'a payé que 2 missions, celle de Kolosi et de Lubumbashi, quand nous sommes allés lancer l'examen d'État. Il n'a jamais payé. Quand on lui a posé la question, il dit non, Tony prépare sa campagne de Dauphinan en 2028. Ah bon? Ça, c'est Nicolas Kazadi. Je vous dis les faits qui sont vrais. Nicolas n'a jamais payé tout. Et tout cela, c'est on descendait dans des provinces pour prendre langue avec les chefs d'établissement, les responsables de l'EPST directement et leur demander, c'est la vision du président de la République. Mais Joël Kadendanga, ici nous avons reçu Jenit Kanida aussi sur ce plateau. Il a dit, il a lu un article, je n'ai pas ça en mémoire, mais il a dit que les inspecteurs, lorsqu'ils débarquent dans une entreprise ou un service public, la première des choses, c'est de consigner tout ce qu'ils trouvent là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas ravi l'argent tel que ça a été présenté ici, 1000 $. Personne ne peut venir dans ce bureau ici, sur ce plateau, vous ravir votre téléphone. Il est privé. C'est un comptable public. Non, c'est un comptable public. Et lui a dit qu'ils n'ont pas ravi, ils ont seulement consigné. Je dis bien, ils ont arraché cela. C'est pas consigné.
Ils ont été entendus au parquet. Et ils ont été libérés aussi, hein? Oui, ils ont été libérés. Je connais ce qui s'est passé. Jules Alinguet a envoyé son adjoint. On nous a appris qu'on a vraiment chargé Tony Mwaba là-bas. Ici, le problème, selon ce qu'on nous a dit, que les inspecteurs étaient là pour enquêter sur un détournement de la prime d'encadrement de la paie pour l'année 2023, estimé à plus de 70 milliards de francs congolais à raison de 7 milliards de dollars les mois multipliés par 10. Ok, je reviens. Situez-moi là où on parle de 70 milliards dans cet ordre d'émission. J'ai l'ordre d'émission devant moi. 3 points. Contrôler la gestion des fonds mis à la disposition de la DINACOPE dans le cadre du fonctionnement des écoles et de la gratuité de l'enseignement. Les fonds destinés au fonctionnement des écoles n'arrivent même pas à la DINACOPE. Les fonds destinés au fonctionnement des écoles n'arrivent pas à l'EPST. C'est pour vous dire que la raison se trouve ailleurs. Ces fonds, l'EPST n'effectue pas le contrôle des finances. L'EPST effectue le contrôle physique. Monsieur Charles Kinkankou est enseignant à l'école primaire. Il a déserté ou il est mort. Monsieur Chalequin arrive chaque mois, on le voit, il consigne. Il est payé, oui. Nouvelle unité, oui. On le contrôle. On fait les listings de paye. On les envoie au ministère des Finances, puis au ministère du Budget, puis au ministère des Finances. Ce sont ces deux ministères qui envoient ces listings, les fonds, à la Banque centrale. La Banque centrale qui envoie ça au chef d'établissement scolaire. Ce sont eux qui gèrent. Donc s'il y a un contrôle qui devait s'effectuer, c'est entre les banques commerciales qui payent et les chefs d'établissement. Donc ce n'est pas l'EPST. Ce n'est pas la DINACOPE? Non, ce n'est pas la DINACOPE. Parce que la DINACOPE ne met qu'à la disposition des ministères du Budget et des Finances les listings de paye. Mais est-ce qu'à partir des listings-là, on peut aussi trafiquer les choses? Et les inspecteurs ne peuvent pas, ne fût-ce qu'aller contrôler là-bas pour savoir... Depuis l'arrivée du ministre Tony Mwaba, tout est en ligne. Ouvrez votre téléphone, vous avez un Android, vous avez un smartphone. Ouvrez votre téléphone, vous êtes tout le temps en ligne. www.dinacope.net. Vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez voir l'état de paie. Vous aurez les effectifs des enseignants. Vous aurez à quel niveau se trouve. On est aujourd'hui le 2 février. Vous allez réaliser combien d'enseignants seront payés. Donc vous aurez les effectifs des enseignants et vous aurez même leur enveloppe salariale. Donc ce n'est pas un secret aujourd'hui. Donc c'est justement pour vous dire que, chers amis, c'est un acharnement. Deuxième objet du contrôle, contrôler la perception et la gestion des différents frais de participation des finalistes à l'examen d'État. J'ai aimé votre professionnalisme, vous avez fait passer l'élément où Alinguet te demandait pratiquement pardon lors d'un briefing avec le ministre de la Communication et Médias, le briefing qu'il avait fait. Il expliquait la divergence qu'il y avait. Voilà. Il avait dit que Tony Mwaba, nous sommes au 4e round avec Alinguet. Et ce n'est pas ce 4e round qu'il va vaincre Tony Mwaba. Le premier round, il avait dit que Tony Mwaba a détourné 16 millions de dollars destinés à la paye des prestataires à l'examen d'études, de fin d'études primaires. Et il a dit que cet argent n'est jamais sorti. Mais Tony Mwaba a été sali. Vous savez la réputation d'un professeur d'université, d'un père de famille. Ses enfants sont à la maison et attendre qu'on a détourné 16 millions. Mais là, Alinguet te dit que ce n'est pas un détournement. Il est clair dans ce qu'il dit. Il est clair, mais c'est plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y avait le système Abokobank. S'il vous plaît. Et il pensait que une somme comme celle-là ne pouvait pas aller par le système Abokobank. Charlequin, il s'est excusé, c'est tard. Mais qu'est-ce que tous les journalistes proches de Katumbi avaient dit à l'époque? Parce qu'ils utilisent. Moi, je ne vous ai jamais vu être financé. Alinguet dépense au moins par mois 1 million de dollars. 1 million pour les journalistes. Je dis bien. 1 million. Est-ce que vous mais là,
Je dis bien 1 million de dollars pour les journalistes. Est-ce que vous avez des proches de l'opposition, proches de Katumbi? J'ai des preuves, je peux vous les donner. Oui, regardez tous les journalistes qui travaillent pour Alingete. Ils sont journalistes. Moi, je l'ai dit à Kabouya. Je l'avais dit à l'époque à Kabound, quand il était président de l'UDPS. Alingete n'alimente que les journalistes et médias de l'opposition. Il a acheté une chaîne de télévision pour un journaliste proche de Katumbi. Ah bon? Mais je vous dis, je ne vais pas le citer son nom, c'est un confrère, par solidarité. Donc c'est juste pour vous dire que tout cet argent qu'il dépense, c'est pour sécuriser son avenir politique. Il y a toujours cette polémique-là, ceux qui pensent que la chaîne de Peter Tchani, c'est acheté par... Je n'ai pas cité le nom de Peter Tchani. Non, les gens ont toujours raconté ça. Moi, je n'ai pas de preuves... Non. Je n'ai pas parlé de Peter Tchani, je ne parle jamais de lui. Les gens ont toujours dit ça, mais moi, je n'ai pas de preuves. C'est vous qui l'avez dit. C'est juste pour vous dire que regardez tous ceux qui relaient les informations de l'IGF. Ce sont tous des journalistes proches de Katumbi. Travaille-t-il pour Tshisekedi? Moi, je dois vous avouer une vérité. Personnellement, moi, vous et moi, vous, Chalekin Kankou et Joël Kadendanga, Dionit Kaninda, Beledou et consorts, vous connaissez où bat notre cœur. Nous avons soutenu le combat de Alingete dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de peur dans les vents de tous les détourneurs. Mais je vous avoue que Tony Mwaba n'est jamais détourneur. Mais il n'est jamais prédateur. Alingete n'a pas dit que Tony Mwaba est... Deuxième élément. Le dossier Veridos. Tony Mwaba a refusé de signer le protocole d'accord signé entre Bakonga et Veridos. Pourquoi? Je crois que Moussemena, ce n'est pas Bakonga. En 2017. Gaston Moussemena. On doit identifier les élèves congolais pour leur donner les cartes. On doit dépenser combien d'argent? 120 millions par an pendant 12 ans. Vous voulez que Tony Mwaba, même parti comme Matata Pogno, réponde de ça? Parce qu'il est Niembo le voudrait. Tony Mwaba a refusé, je ne paye pas. Je dis bien 120 millions par an pendant 12 ans. On dit nous avons des problèmes aujourd'hui de la prise en charge de la gratuité de l'enseignement. Donner le deuxième palier, le troisième palier pour qu'on paye aux enseignants. On refuse cet argent, il n'y en a pas. Mais pour identifier les élèves. Alors que l'ONIP vient. Alors que ce travail-là a été fait par la Dinakopé que l'on reproche aujourd'hui. Et ce problème-là a été réveillé. Samedi, j'étais avec le ministre, je vous livre un secret. Je ne dois pas le dire, c'est vraiment moins professionnel pour moi. Le conseil spécial du chef de l'État a appelé le ministre pour lui dire que non, vous avez refusé de signer parce qu'on ne vous a pas donné 2 millions de dollars que vous avez exigé. Le ministre a dit non. Si je dois prendre de l'argent, si je dois leur demander de l'argent, je vais leur demander la rétrocession de 20 millions. Parce que pendant 12 ans qu'ils vont prendre cet argent. Ils m'ont proposé 2 millions. Les 2 millions. Moi, je ne demanderai jamais 2 millions. Dans le dossier Veridos. Dans le dossier Veridos. Identifier les élèves. On doit dépasser 120 millions de dollars par an pendant 12 ans. À un moment donné, on doit avoir pitié de ce pays. Est-ce que vous avez déjà vu un ancien ministre de l'EPST se plaindre de la pauvreté? Tout simplement parce qu'ils ont signé des contrats qui leur restituent l'argent jusqu'aujourd'hui. Alingete, ça n'a rien à voir avec... Troisième round. Alingete a dit qu'on a détourné 400 000 dollars pour l'organisation du championnat interscolaire. C'est comme si le championnat n'avait jamais eu lieu. Et là aussi, il n'a jamais présenté les preuves. Et on est au 4e round. Et ce round vient quand? Toutes les fois qu'il y a les discussions de la formation d'un nouveau gouvernement, il faudrait que ça se discute. Mais est-ce qu'Alingete a un problème particulier? Non, Alingete a été présenté au président de la République par Guilain Niembo, le directeur du cabinet du chef de l'État. Et c'est lui qui il prête ses services à Guilain Niembo parce que Guilain Niembo veut remplacer Boudimbu ou le ministre de l'EPST. Le chef de l'État lui a posé la question, qu'est-ce que vous reprochez à celui qui est là? Il faudrait qu'on lui trouve les pouces sur la tête. Et ça, nous le disons à haute voix. Donc, mais ce n'est pas le Premier ministre qui forme le gouvernement. Maintenant, ça passe entre Alingete et Guilain Niembo. Non, mais il faut qu'on salisse Tony Mwaba. Parce qu'en fait, ceux qui ont porté le mandat du président, le deuxième mandat du président Tshisekedi, c'est la gratuité de l'enseignement, qui a été piloté par le professeur Tony Mwaba Kazadi. Alingete a fait aussi un grand travail. A fait un travail de titan que nous félicitons, que nous encourageons.
Aujourd'hui, on va reconstruire les routes, on va construire les routes, peut-être des dessertes agricoles, grâce au travail de Alinguette. Mais alors, quel intérêt il a, lui, proche disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de détruire l'œuvre sociale? Parce que lui a servi les institutions. Mais ce que Tony Mwaba a fait, a servi aux parents, aux enseignants et aux élèves. Et nous connaissons les deux syndicalistes qui travaillent pour salir Tony Mwaba, qui travaillent avec lui. Madame Cécile et monsieur Modeste Moulomba. Cécile, quelle Cécile? L'ancien de CIECO, secrétaire général de CIECO. Ok. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Joël Cadet, vous ne faites que exceller en révélation. Beaucoup de révélations. Tout ce que vous avez déclaré, ça n'engage que vous. Mais moi, je pense que Tony Mwaba a rendu un bon travail au chef de l'État. Et Alinguette a fait un travail incroyable. Donc, cette guerre-là profite à qui? Est-ce que Tony Mwaba ou Alinguette a un problème personnel avec Jules? En tout cas, Tony Mwaba n'a aucun problème personnel avec Jules Alinguette, qui l'a félicité. Vice-versa? Ah bon, vice-versa, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que quand vous voyez la manière dont mon grand frère Alinguette agit, vous sentez une haine viscérale. Mais il sert les intérêts de qui? Jusque-là, l'UGF n'a pas... Vous avez reçu son conseiller ici hier. Mais Alinguette ne sait pas. Et son conseil là lui a été proposé par qui? C'est par Guilain Nyimbo. Ah, ça, je n'en connais rien. Ni d'Adam, ni d'Ève. Je souhaite que vous puissiez. Donc c'est justement pour vous dire que, très chers confrères, très chers amis, je dois vous avouer que nous ne sommes pas, nous en tant que ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, on n'est pas contre les contrôles. Mais que cela soit fait. Aujourd'hui, j'ai... Mais on nous a appris que les inspecteurs ont dit des choses scandaleuses. Ils ont révélé, ils ont découvert des cadavres dans les tiroirs des ténèbres. Et ils ont dit ça au parquet. Voilà pourquoi ils ont été libérés. Voilà là où vous confirmez la cabale. Une mission de 6 mois, comment vous pouvez déjà arriver à la conclusion après 30 minutes de contrôle? Comment est-ce qu'on peut avoir une conclusion? 30 minutes. Ils ont trouvé des documents compromettants. C'est ce que je dis, papa. Ils n'ont été, jusqu'à cet instant, ils n'ont été que chez les comptables. Et puis le comptable n'est pas le comptable du ministre Tony Mwaba. C'est le comptable de la Dinakopé. Oui, mais c'est là où ils ont trouvé des cas. Ah, non, c'est ce que j'ai dit. Comment peut-on avoir des... Là, à moins qu'on soit érudit, à moins qu'on soit Saint-Esprit, à moins qu'on soit le patron de votre chaîne. Oui, comment pouvez-vous, dans 30 minutes de contrôle, vous avez déjà la conclusion de 70 milliards. Je venais de parler avec mon grand frère d'Africa News tantôt. 70 milliards, ils ont trouvé où? Où est-ce que vous avez trouvé les 70 milliards dans les documents? Non, mais dans l'ordre des chéquiers là et tout. La paie d'encadrement de la prime réservée aux services centraux, ça va au destinataire. Comment Tony Mwaba va détourner ça? Parce que le système est bancaire. Ce n'est pas Maboko Bank comme c'est que Alinguette, lorsqu'il a demandé pardon à Tony Mwaba, il est allé voir Papa Mbosso pour demander pardon. Et je ne vous dis pas que hier il était voir un des très proches du chef de l'État pour dire à Tony Mwaba d'arrêter. Mais nous disons, on est venu parce que vous nous avez invités. Mais sinon, on n'intervient plus sur cette question. On attend la conclusion des enquêtes, mais on sait que les enquêtes qui ont été téléguidées par M. Guilain Nyimbo, c'est pour que lui trouve une occasion de... Et même Alinguette est très mal à l'aise qu'il soit utilisé. Et c'est pourquoi vous ne l'avez pas entendu parler. C'est pourquoi il s'est retiré, parce qu'il a honte. Il sait qu'il sert. Et le ministre l'a dit dans la vidéo que vous avez exposée ici. Il a dit que, je connais, vous jouez à une sale besogne. Et le monsieur chef de mission là, il a été chassé par le premier ministre. Qui? Monsieur Kapoukoula Mouchibepele. C'est une antivaleur. Et le petit là, les deux, ils ont été chassés à la DGDA. Ce sont des antivaleurs. Comment on peut laisser le contrôle aux mains de ceux qui ont déjà commis des antivaleurs dans ce pays?
Nous y reviendrons. On attend. Au concours de recrutement à l'IGF. Non, il a été réintégré. Kapoukou, tu peux a été réintégré il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup, Joël Kadé Ndanga. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé, chers confrères. Partagez cette émission, aimez la vidéo et surtout toutes nos vidéos, mais abonnez-vous aussi massivement sur votre chaîne GCR Congo Télévision. Restez branchés, nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais. Yeah.